Malgré son rôle de refroidissement, le mélange entrant dans le moteur ne suffit pas à stabiliser la température de fonctionnement. Des puissances élevées ne peuvent donc être obtenues. La surface de la chambre de combustion comprenant le ciel du piston et la bougie a besoin d'un bon refroidissement pour limiter les risques d'auto-allumage et de détonation. Il ne faut pas oublier qu'il subsiste un film de mélange sur les surfaces de la chambre ayant une double fonction. Cette couche empêche d'abord que la combustion n'entre directement en contact avec le métal. Ensuite, elle joue effectivement un rôle de refroidissement. Une bonne partie d'entre vous se demande peut-être quelle est la température idéale de fonctionnement. La réponse est claire, il n'existe pas de règle absolue. Très brièvement, on peut dire que moins la température est élevée, moins les composants se dilatent. Quant à connaître l'impact sur la puissance, il faut tenir compte de bien d'autres paramètres. Intuitivement, si la dilatation des pièces entraîne une variation des jeux dans le mauvais sens, la puissance chute. Refroidissement à air ou liquide. Les moteurs refroidis par air ont une température de fonctionnement plus élevée. L'intervalle des températures est plus étendu, allant de la température ambiante à plus de 100 degrés. Le refroidissement par air dépend essentiellement des conditions climatiques. Par temps de pluie, le moteur restera frais pour ressembler à un vrai four quand le temps est chaud et humide. En conséquence, les différents jeux devront tenir compte de tous ces paramètres, notamment le jeu à la coupe du segment et le jeu entre cylindre et piston. Quant aux moteurs refroidis par liquide, ils sont beaucoup plus stables et moins sensibles aux variations climatiques. Leur plage thermique est plus réduite. Les circuits de refroidissement liquide sont généralement surdimensionnés. Certains intègrent même un thermostat, le tristement célèbre Calorsta, qui sur les voitures tombe toujours en panne un jour ou l'autre. Et il gère le passage du liquide de refroidissement pour maintenir la température de fonctionnement constante. C'est surtout une énorme source de panne. En usage compétition, il faut le virer impérativement. Autre accessoire très largement répandu aujourd'hui, le ventilateur placé derrière le radiateur qui se met en route par l'intermédiaire d'une sonde thermocontact débouchant généralement dans le radiateur. Il est très utile sur les motos carénées qui circulent à faible allure puisqu'il participe efficacement à la dissipation de la chaleur en refroidissant le radiateur. Le circuit de refroidissement. Les circuits actuels devraient être en mesure d'assurer le bon refroidissement d'une machine après préparation. Malheureusement, et dans la plupart des cas, les codes de fabrication du rotor de pompe sont approximatives. La pompe entraîne l'eau mais génère aussi un tas de petites bulles, sans parler des risques de cavitation. Le phénomène est bien connu des hydrauliciens. Il se produit des bulles de vapeur à la surface des pales qui finissent par s'unir en sphères plus importantes. La capacité réfrigérante du liquide chute alors rapidement. On ne peut que très rarement solutionner le problème en modifiant le profil des pales car leurs dimensions sont faibles et le plastique est devenu le matériau privilégié pour les rotors. L'unique parade est d'ajouter au liquide de refroidissement des additifs spéciaux qui favorisent la réabsorption des bulles et limitent leur apparition en agissant sur la tension superficielle du liquide. Plus le régime augmente et plus l'apparition de ce phénomène est favorisée, ce qui explique qu'un moteur peut surchauffer lors d'une compétition et ne pas avoir de symptômes en utilisation normale. Souvenez-vous que la chambre de combustion est la zone qui doit bénéficier en priorité du refroidissement et que le niveau de liquide doit toujours être au-dessus de cette dernière. Le liquide de refroidissement du commerce à base de glycol a un point d'ébullition plus élevé et contient des additifs anti-corrosion. Bon, le liquide idéal, il existe, c'est le liquide sans eau, donc il est relativement cher, mais nous c'est ce qu'on préfère, c'est juste magique. Il permet des températures de fonctionnement énormes sans avoir aucune ébullition. Voilà, son seul inconvénient c'est son prix. Pour passer d'un liquide de refroidissement sans eau, quand on vient d'un liquide classique, on vient d'utiliser un liquide de rinçage pour éliminer toute trace d'eau parce que ce système-là fonctionne vraiment sans eau et donc il vaut mieux éliminer tout ce qu'on peut. Bon, après sur des petites machines, sur des KTM 65 ou des 80, des 125, on peut à la rigueur se passer du liquide de rinçage, mais bon, il faut quand même savoir qu'il restera quand même quelques petites gouttes d'eau et vaut mieux éviter parce que la réaction peut être mauvaise. On peut avoir les petites gouttes d'eau qui restent à l'intérieur qui se mettent à éclater, à exploser à divers endroits, donc c'est quand même pas recommandé. Donc si vous voulez faire les choses vraiment bien, vous utilisez le liquide de rinçage qui va retirer toute trace d'eau. Vous aurez plus d'H2O dans le circuit et à partir de là, vous pouvez mettre le liquide sans eau. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Piston, segment et cylindre. Les jeux piston-cylindre, piston-segment et segment-cylindre dépendent bien entendu de la température de fonctionnement du moteur.
Les pistons moulés, qu'on nomme hyperotectiques, donc ils sont à forte teneur en silice, sont très courants, ils ont un coefficient de dilatation thermique réduit. Ils sont en température entre 60 et 70 degrés Celsius, c'est-à-dire la température moyenne de l'eau en sortie de culasse. En revanche, les pistons forgés se dilatent plus au niveau de la jupe, et leur température de fonctionnement est un peu plus élevée, entre 75 et 80 degrés Celsius. Les cylindres en aluminium se dilatent plus que les chemises rapportées en fonte, il faut également en tenir compte. Vilebrequin. Souvent, les jeux déterminés par les constructeurs entre les axes, les bas moteurs et bielles sont étudiés pour des niveaux de température atteints en utilisation normale. De ce fait, ils sont parfois trop justes. Un régime maxi plus élevé augmente les frottements et donc la température. Le réchauffement du cylindre tend à se transférer au bas moteur, puis au vilebrequin. Il en résulte une hausse de frottement entre la bielle, les roulements et les axes. Il vaut mieux avoir plus de jeux pour éviter ce problème aux conséquences coûteuses. Attention, quand je dis plus de jeux, là on parle de millièmes. Il est évident qu'il ne faut pas tourner avec une bielle qui a du jeu. Un régime maxi plus élevé augmente donc les frottements et donc la température. Bas moteur. La dilatation du carter est à surveiller de près puisqu'il contient les logements des roulements de vilebrequin. Une dilatation trop faible ou trop importante est à éviter car source de frottement sur ces éléments conçus pour fonctionner avec un jeu bien déterminé. De plus, ils ne sont pas étudiés pour travailler sous effort axial. Même si le jeu des roulements sur un 2 temps est globalement plus important qu'en mécanique traditionnelle, il ne faut pas oublier que l'aluminium est un bon conducteur de chaleur et que son coefficient de dilatation thermique est élevé. Huile de boîte de vitesse. Les pignons de la boîte de vitesse et de l'embrayage à bain d'huile génèrent aussi des frottements. Si la température de l'huile n'atteint pas au moins 70 degrés, la viscosité excessive de l'huile froide peut engendrer une perte de quelques chevaux. Il ne faut donc pas exagérer sur le refroidissement. L'astuce qui consiste à utiliser une huile très fluide a un impact négatif sur la durée de vie des pignons. Les pressions de contact sont très importantes entre les pignons et une huile non appropriée et à plus forte raison très fluide n'est pas capable d'assurer le maintien du film d'huile entre les surfaces en contact. Cession de chaleur au mélange. Les moteurs 4 temps de Formule 1 fonctionnent à des températures de fonctionnement toujours plus élevées grâce à l'utilisation de matériaux comme le beryllium qui permettent de réduire la surface des radiateurs en vue d'une meilleure aérodynamique. Ce n'est pas possible sur les 2 temps car l'essence traverse le moteur. Même si ce transfert s'effectue dans un laps de temps très court, la charge fraîche a le temps de se réchauffer, ce qui entraîne des problèmes de combustion et de puissance. Parfois, le système de refroidissement s'étend même jusqu'au bas moteur via des ailettes sur les moteurs refroidis par air ou sur un circuit d'eau pour les autres. Il existe des carters refroidis par eau. Sur les moteurs de course, il existe 2 circuits distincts, un pour le bas moteur, l'autre étant destiné au cylindre. Chaque circuit possède ses propres paramètres de refroidissement. Excès de refroidissement. Un moteur trop refroidi peut subir de graves dégâts, spécialement sur les moteurs de compétition où il a été retiré le thermostat préventivement. Il est vital de surveiller attentivement la température, plus particulièrement par temps froid. En effet, s'il est trop refroidi, le cylindre ne se dilate pas suffisamment. L'huile n'atteint pas sa température idéale et ne peut jouer son rôle de lubrifiant. L'essence se condense sur les parois du cylindre alors que le ciel du piston en contact avec la combustion atteint tranquillement les 300 degrés et se dilate. Juste en dessous, le segment se retrouve bloqué dans sa gorge à cause de cette dilatation et à la fin, le moteur serre. Si l'air est plus froid, il est plus dense. S'ensuit un appauvrissement automatique du mélange dont la conséquence est une température excessive en chambre de combustion. Cette conséquence est aggravée par le fait que le reste du moteur est froid. Si vous voulez retirer le thermostat par crainte qu'il reste bloqué en position fermée, remplacez-le par une rondelle qui ralentira la circulation du liquide et permettra d'atteindre la bonne température. Réduire la surface du radiateur à l'aide d'un isolant ne permet pas au circuit de refroidissement de s'autoréguler correctement. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les nouveaux et le Tipeee pour les plus mordus. Tchuss!